Bonjour, bonsoir à tous. Je suis Jocelyn, journaliste pour Cineverse et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Cinespace, le podcast de Cineverse. Au programme du jour, un petit point sur l'actualité avec la sortie de Back to Black, biopic retraçant la courte carrière d'Amy Winehouse et réalisé par la réalisatrice Sam Taylor Johnson avant de se pencher sur la discussion suivante, comment rendre un biopic intéressant. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Louane, rédactrice SCM dans l'équipe. Salut. Salut. On est également accompagné par Raphaël, le rédacteur en chef de l'équipe. Salut Jocelyn, salut tout le monde. Et pour la première fois dans l'émission, Amandine, rédactrice également. Bonsoir à tous. Et sans plus attendre, lançons notre premier sujet. I want people to hear my voice. And just forget their troubles for 5 minutes. Les biopics ont décidément le vent en poupe. Depuis le petit phénomène qu'a été Bohemian Rhapsody en 2018, raconter la vie d'artistes musicaux semble devenir un poncif incontournable du cinéma américain. Rocketman, Bob Marley ou encore Elvis n'en sont que des exemples avec des réceptions plutôt différentes. Mais depuis mercredi dernier, c'est au tour de la chanteuse britannique Amy Winehouse, membre du tristement célèbre Club des 27, de voir sa vie narrée sur les grands écrans du monde entier. Qu'en as-tu pensé, Raphaël ? J'ouvre le bal. Je vais pas être hyper original. C'est pas le film du siècle, clairement. Mais c'est pas une catastrophe non plus. Le principal problème, soyons clairs, c'est quand même l'écriture. Il y a quand même des gros soucis dans ce film. Je fais fi de l'aspect est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Pour moi, on est sur du cinéma de fiction. Donc la réalité m'importe peu. Ici et en général, je dirais. Mais si on reste sur une écriture de fiction, même là, on n'y est pas du tout. Et notamment, il y a vraiment un vrai problème de destinée de la protagoniste. Du début à la fin, on ne sait pas ce qu'elle veut. Et aussi un gros problème d'antagoniste, puisque l'antagoniste principal, c'est tout simplement la bouteille de bière. Et on sait que c'est pas très photogénique, une bouteille de bière. L'alcoolisme, c'est un gros problème, mais au cinéma, c'est compliqué à mettre en scène. Billy Wilder l'avait très bien fait dans The Lost Weekend, qui est un classique immémorable sur le sujet, mais tout le monde n'est pas Billy Wilder et malheureusement c'est pas le cas de la réalisatrice. Néanmoins, j'ai trouvé le film très touchant, notamment par la carrière météoritique de Winehouse, le fait qu'elle soit extrêmement bien interprétée par Marisa Abela. On sait que l'un des principaux intérêts du biopic, s'il y en a un, je suis pas très fan des biopics, vous le découvrirez dans cette émission, mais s'il y a un intérêt, c'est cette espèce d'incarnation que fait la comédienne, qui est à la fois dans un rôle de composition, mais aussi un rôle de copiste quelque part, au sens peut-être noble du terme. Donc je trouvais ça très bien. Et puis au niveau du jeu de la comédienne en tout cas. Et ce qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est la bande son, évidemment. Si vous aviez vu le documentaire Ami de Capadia, il n'y avait pas beaucoup de chansons. Là, on a toute la playlist d'Amy Winehouse et, excusez du peu, on a Nick Cave et Warren Ellis. Donc moi, j'étais aux anges dès les premières notes. C'était extraordinaire d'avoir cette bande son là. Je dis toujours qu'un film avec une bonne bande son ne peut pas être complètement mauvais. Donc là, c'était le cas. Et enfin, un dernier point que j'ai particulièrement apprécié, c'est la photographie. On peut dire d'ailleurs c'est un film de photographe, puisque la réalisatrice à la base c'est une photographe. Elle aurait peut-être dû ne faire que ça, puisque elle a fait ensuite un biopic de John Lennon qui était pas ouf, et ensuite aussi 50 Shades of Grey dont on se passera des commentaires. Mais en tout cas la photo était très belle. Le plan, la scène d'intro notamment quand elle est en famille toute jeune et pas encore célèbre. Lors d'une fête familiale, on était un peu chez James Gray et le film m'a happé dès ce moment-là. Voilà. Donc plutôt satisfait, mais c'était pas génial non plus. Je te rejoins quand même sur la prestation de l'actrice qui était assez
assez bluffante, mais ça m'attriste un peu de me rendre compte qu'aujourd'hui, dans les biopics, j'ai plus l'impression que les rôles de copie, comme tu as dit, de copiste, servent essentiellement à faire décoller des carrières. Clairement, ouais. On met des acteurs et des actrices très souvent canons, hein, plutôt beaux. On les fait décoller avec un rôle titre extraordinaire où le film sera vendu à des millions et des millions, à des millions de salles. Et derrière, qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on en retient surtout. C'est assez triste à voir. Par contre, je suis beaucoup plus mitigé sur le reste du film. Il y a un truc qui m'a beaucoup énervé, c'est que Amy Winehouse n'est pas une artiste dans ce film, en tout cas la manière dont elle est montrée, c'est juste une adolescente complètement déchirée à l'alcool. Et ça traîne vraiment tout le film. Alors qu'Amy Winehouse, à la base, c'est quand même une compositrice de génie. Elle maîtrise la musique comme pas possible. Elle a une voix extraordinaire. Ça, à la limite, le film veut bien en parler, mais c'est surtout ses capacités de composition et d'écrire des chansons en une nuit qui sont pas vraiment mis en avant dans le film. Et voilà. Du coup, j'ai un peu de mal avec ça et ça m'a beaucoup attristé de voir qu'on en avait juste une adolescente complètement attirée par la bouteille et pas grand chose d'autre. Parce que les phases de composition sont très minimes dans ce film. C'est assez dommage. J'aimerais bien rebondir sur ce que tu dis parce que c'est intéressant. Parce que moi, justement, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que la réalisatrice, elle a vraiment choisi un angle pour son film, c'est-à-dire Back to Black. Et ce que l'album, quoi, et ce qui a fait qu'elle a puisé en elle pour cet album. Alors certes, on voit pas trop ces phases de composition de génie comme on aimerait bien se l'imaginer, mais c'était pas forcément le cas dans le documentaire Amy non plus. Et en fait, je trouve on était vraiment dans la tête, enfin en tout cas de ce que la réalisatrice imagine qu'était la tête d'Amy Winehouse, c'est-à-dire une vie un petit peu, ça va peut-être choquer, mais idéalisée, parce qu'elle avait une vie très compliquée et je trouve qu'il y avait un côté très romantique dans le film. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, j'aime à penser que Amy Winehouse avait ce côté très très romantique malgré peut-être la dureté de certaines de ses paroles, mais donc moi je suis plutôt enthousiaste vis-à-vis de ce film. Et contrairement à toi, Raphaël, j'ai bien apprécié l'écriture. Et je pense que c'était une âme assez perdue et c'est ce que j'ai ressenti à travers l'écriture. Donc, je trouvais ça assez intéressant. On voit bien qu'elle est perdue parce qu'en fait, narrativement, elle n'a pas d'objectif. C'est ça. Au début, elle dit qu'elle veut pas le succès, elle veut pas l'argent, puis elle chante, puis après elle dit qu'elle veut plus, elle veut être mère. Et c'est ça, je pense, qui moi m'a perturbé, c'est le fait qu'on avait un héros, une héroïne en l'occurrence, sans mauvais jeu de mots, qui ne savait pas où elle allait, quoi. Et vu qu'en plus elle n'avait pas vraiment d'antagoniste, si ce n'est la boisson, et son mari qui était ou opposant ou adjuvant, je trouvais que c'était ça naviguait un peu à vue. Mais c'est très vrai dans ce que tu dis. À un moment, elle perd sa ballerine comme Cendrillon perd son soulier. Oui, tout à fait. C'est un peu surligné, mais le côté princesse anachronique et romantique dont elle s'inspire de sa grand-mère, c'est un des passages touchants du film que j'apprécie aussi. J'aimerais bien rebondir aussi sur tout ce que vous avez dit, si possible. Je pense que je vais être la méchante parce que j'ai trouvé beaucoup plus de points négatifs que vous. J'ai eu beaucoup de mal, enfin j'ai beaucoup aimé, c'est sûr, la BO, mais c'est assez facile, entre guillemets, puisqu'elle était déjà créée par Amy Winehouse. Mais j'ai trouvé justement que ça romantisait trop, sans enlever son côté romantique à elle, mais ça tournait trop autour d'une histoire d'amour. Et au lieu de nous parler d'une artiste de génie, comme disait Jocelyn, qui est autrice, compositrice et interprète, c'est quand même énorme. Juste autour d'une fille qui dépend d'un homme et qui n'est rien sans ça. Et je trouve que c'est très dommage parce qu'on la voit 3-4 fois sur scène. Contrairement à toi, Raphaël, je trouve que la playlist, elle est très pauvre. On a 4 musiques, même pas. Ah bon ? Ça reflète... moi, pour avoir vu le documentaire Amy Winehouse tout à l'heure, j'ai découvert même des musiques que je connaissais pas dans le documentaire, alors que là, dans le film, je trouve que c'est toujours les mêmes en boucle. On parle de l'album Back to Black parce qu'elle voulait revenir sur ce moment de vie-là d'Amy Winehouse, la réalisatrice, mais en fait, elle met Rehab, Back to Black, il y en a
quelques-unes, mais je trouve que c'est assez pauvre comparé à l'immensité de l'artiste. On voit très peu de scènes quand elle chante, hormis dans les bars où elle est un peu bourrée. Et c'est dommage parce qu'elle a fait quand même de belles performances. En studio, on la voit qu'une seule fois et elle est en larmes sur Back to Black alors que ça fait trop, je trouve, un peu Roméo et Juliette à la Toxico, entre guillemets. Et je trouve ça dommage parce qu'elle écrit énormément en fait. Et Back to Black, si elle voulait vraiment revenir sur cette période de sa vie, bah, Back to Black, elle l'a écrit en 3 heures, quoi. Elle l'a écrite, composée, interprétée en l'espace de rien, donc ça aurait été plus intéressant. Après, je vous rejoins sur Marisa Abela qui est juste exceptionnelle et qui interprète certaines des musiques elle-même. Mais je trouve qu'il y a trop de moments importants dans sa vie qui sont mis de côté et que son père, il est un peu trop mis comme un papa poule, alors qu'en vrai, son père, c'était quand même aussi un des hommes qui faisait partie des ordures de sa vie. Et je trouve ça dommage de carrément, en fait, c'est plus un biopic, c'est plus, c'est trop, trop, trop de fiction. Un biopic, il faut quand même qu'il y ait une part de vérité. Et là, Non, Bah, je là, suis pas d'accord là-dessus. Mais moi là-dessus, je voulais rebondir justement sur le côté du père et du petit ami. J'ai l'impression que l'absence de prise de position de la réalisatrice pour faire ce biopic, et ce qui est dommage parce qu'un bon biopic, il a vraiment une prise de position, qu'elle soit artistique ou même politique. Et là, il n'y a aucune position prise à part. Amy Winehouse, elle est morte à 27 ans parce qu'elle a fait n'importe quoi elle-même. Et son petit ami, bah, au final, il n'est pas montré vraiment comme une ordure, alors que. Bah, franchement, il se comporte vraiment comme une ordure. Et les seuls moments où il est un peu méchant, 2 heures après, bah, enfin, même pas Ouais. 5 minutes après, il est montré comme un mec bah, plutôt qui est plutôt sympa. Et pareil pour le père qui est juste qui passe juste pour un mec en or. Le père est adorable. On aimerait tous avoir un papa comme ça. Il est horrible dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, c'était quelqu'un qui a également abusé et profité de la richesse de sa fille. Et ça n'est absolument, absolument jamais mentionné. Et c'est assez problématique. Donc je sais pas ce qu'elle voulait raconter dans son propos. Si c'était uniquement se baser sur la musique Back to Black et du coup toute l'histoire qui se passait autour de cette musique. Mais ouais, à ce niveau-là, c'est un peu dommage. Par contre, la séquence où elle chante Back to Black est probablement ma séquence préférée du film. Elle est belle, ça c'est sûr. Mais elle est. Excuse-moi, Raphaël. Je t'en prie. J'allais juste dire que je trouve qu'elle est assez, comme tu disais, Raphaël, justement, enfantisée. Et en plus, il parle beaucoup de son addiction à l'alcool, mais pas à la drogue. Au final, c'était quand même les deux. Donc, je trouve qu'en fait, un biopic, c'est fiction comme on veut et tout, mais il y a des choses qu'on peut pas changer. On peut pas rendre des personnes bonnes alors qu'elles étaient juste atroces dans la vie et oublier des aussi grosses parties de sa vie, je trouve. Non, ça c'est possible. Tu regardes les meilleurs biopics en général sont ceux qui trahissent la vraie histoire. Tu prends Amadeus. Oui, mais pas l'intention des personnages. Si, regardez Amadeus de Milos Forman, Salieri est vu comme l'opposant principal, un vrai salopard de Mozart, alors que j'ai pas connu personnellement Salieri, mais les historiens racontent que c'était pas du tout l'ordure du film. Donc il faut bien se rendre compte que c'est du cinéma de fiction. C'est là où le genre de biopic est un peu bâtard, c'est qu'on a l'impression que on va s'instruire avec. Mais pas du tout, en fait. On est sur des tropes et une grammaire du cinéma de fiction. Donc, si on veut voir la réalité, il faut plutôt voir un documentaire. Mais à la différence près, c'est qu'on parle pas un point de vue d'historien, en principe. C'est un point de vue réalisateur. Ouais, mais on parle pas de personnages qui ont 150, 200 ans. On parle de personnages... Le problème, là, c'est qu'on est sur un film de producteur. Et que les biopics... clairement, définitivement. Le biopic tel qu'on le connaît d'aujourd'hui, c'est du cinéma de producteur. C'est-à-dire qu'il y a un producteur qui décide de capter une fanbase avec un biopic. La fanbase va aller le voir. De mettre une artiste, comme vous l'avez dit, ou un artiste qui sera l'incarnation de cette personne, qui aura peut-être un Oscar, parce que c'est toujours très bien reçu aux Oscars, mais ensuite, le réalisateur ou la réalisatrice a très très peu de marge de manœuvre dans ces cas-là. C'est même pas elle d'ailleurs qui va faire le scénario, avoir le mot à dire. Elle va toucher un petit peu la lumière, la photo, la musique, mais sa marge de manœuvre est très 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 faible. Donc on n'est pas du tout dans du cinéma d'auteur, c'est vraiment du cinéma de commande. Donc à partir de ce moment-là, la réalisatrice n'est pas géniale, clairement. Mais le matériau qu'on lui a donné, il aurait pu être tout à fait faux. Encore une fois, je sais pas, vous prenez I'm Not There sur Bob Dylan, rien n'est vrai. Mais même Rocketman qui prend des libertés énormes, mais ne trahit rien. Par contre, et même Elton John l'a dit, il trahit rien la vie qu'il a menée et ni les personnages qu'il a côtoyés.
Mais donc Pourtant, voilà, je pense que ça partait mal dès le début, quoi. Bon, Bah, du coup, je pense globalement, c'est vous avez quand parce même passé une bonne séance. Vous deux, Non. Amandine et Raphaël. Et Moi, Raphaël, oui, Palouane. Ça, j'ai oui, bien parce saisi. parce que ça m'a touché. Et un film qui me touche, c'est déjà qui provoque une Mm. émotion. Peine, joie, même colère, ben c'est toujours quelque chose de gagné, quoi. Le pire, c'est les films qui vous provoquent rien. Là, on a perdu 2 heures. Vous avez Ouais, écouté les musiques de Amy Winehouse en sortant de la salle? tout Du à coup, oui. fait. Oui, Non. c'est la base, hein, c'est comme ça qui se passe après les Et la, biopics et la musicaux. BO de Nick Cave, je veux revenir sur la BO atmosphérique de Nick Cave qui vaut vraiment le détour. Si on aime ce fantastique artiste, évidemment. Et c'est marrant que tu parlais de page Wikipédia en intro, et j'ai eu très très peur, moi, au contraire de toi, Raphaël, avec la scène d'intro, où je me suis dit, oulala, elle fait une liste de ses inspirations, elle dit que sa grand-mère, c'est son idole de mode, ça faisait très liste Wikipédia, j'ai eu très peur, et puis finalement, j'ai été complètement happée par le film, donc... Après, ce que je trouve dommage aussi dedans, c'est qu'elle parle de ses idoles, dont Tony Bennett, mais elle ne montre pas qu'ils ont enregistré ensemble en C'est studio dommage. et que ça a été un gros tournant, par contre, un tournant qui l'a fait se sentir bien mieux le temps d'un moment. Ça, par contre, j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que les moments en studio, ça aurait pu être super, en fait. Même s'il y a encore des trucs romancés toujours, même si je rejoins plus Josien sur l'intention des personnages quand même, mais ça aurait pu être pas mal, en fait. Donc, c'est vrai que je trouve il y avait un peu de potentiel parce que l'actrice est excellente, mais un peu mise à la poubelle, quoi. Vous l'avez dit, il n'y a pas assez d'opposants de toute façon. On peut pas faire un bon film avec peu d'opposants. En principe, il faut un opposant principal, voire 2 ou 3 de plus. Et là, à part son mari, qui est un coup opposant, puis un autre coup, c'est un peu sa muse qui l'inspire, donc il est un peu plus adjuvant. Il y a pas d'opposition. Il y a les paparazzi, mais c'est difficile à filmer. Il aurait fallu un chef paparazzi à la limite pour que voilà, on le voit, ça soit une opposition un peu plus tangible, un peu plus cinématographique. La drogue, l'alcool, c'est très difficile à mettre en image. Clairement, c'est Tu vraiment raison. juste les Et verres, les le verres d'alcool qui sont les le méchants. père, je cherche même pas à savoir si c'est vrai ou pas que c'était un connard. Je pense qu'il l'était un peu aussi, mais ça aurait fait un très très bon opposant en fait. Donc c'est vraiment dommage de se l'être privé. Et là, ça sent le coup du producteur parce que ça aurait été un très bon opposant. Ça aurait permis aussi d'expliquer pourquoi elle a ce penchant pour l'alcool et les boulimiques. Bon, on serait rentré dans la psychanalyse, ce que je déteste aussi dans les biopics personnellement, mais ça aurait été mieux écrit déjà. Voilà. Ça aurait été, Et un truc que je déteste également dans pas mal de films, notamment comme Bohemian Rhapsody, on reste dans le même secteur, où j'ai l'impression, en le regardant plusieurs fois, que la fin va arriver une première fois, ah non c'est pas la fin, une deuxième fois, ah non c'est pas la fin, et la fin arrive finalement. Là pour le coup avec Amy Winehouse, enfin avec Back to Black plutôt, j'ai pas du tout vu venir la fin. Elle est vraiment rentrée chez elle, fin du film, je suis en mode, ah ok, pardon, je pensais qu'on était encore parti pour une demi-heure. Et ça m'a vraiment surpris, d'un coup, écran noir, Amy Winehouse est morte à 27 ans. Ça allait un peu vite à ce niveau-là, vraiment. Elle allait super. Après, ça pour le coup, c'est pas si déconnant. Elle est dans une phase où elle va bien dans sa vie, on lui annonce quelque chose qui va pas, on comprend que derrière, c'est le début de la fin, et ça, à la limite, pourquoi pas, ça se comprend. Pardon, c'est même le jour où elle meurt en fait. Ça, c'est pas explicite, mais est-ce que c'est le cas? Je sais pas. Moi, je connais pas assez sa vie pour savoir si c'est le cas. C'est un peu l'inverse de Sunset Boulevard, c'est-à-dire Sunset Boulevard, l'héroïne descend les marches avant de se faire arrêter. Là, elle monte les marches. Il y a beaucoup de clins d'œil. Oui, elle monte les marches et elle meurt de la toxicité de l'alcool dans sa chambre ou je ne sais plus où. Quelque chose comme ça. Mais ça, à la limite, pourquoi pas. Mais c'est vrai, j'ai eu beaucoup de mal à accrocher à ce niveau-là. Et ce côté vraiment teenager, alors que c'est une artiste accomplie. Moi, ça m'a un peu heurté. Est-ce qu'on trouve aussi... Oula, c'est pas vas-y, Loane. Et je trouve aussi que... Attendez, qu'est-ce que j'allais dire? Ça m'a perturbée. Non, allez-y, j'ai perdu ce que je voulais dire. Amandine, vas-y. J'allais dire, est-ce qu'on est un peu pas tous des ados au final? Ouais, mais après, encore une fois, hein, je la connaissais pas personnellement, ce n'est pas une amie à moi, ce n'était pas une amie à moi, mais est-ce que si les seuls enjeux c'est je vais mal parce que mon copain il m'a largué, est-ce que ça apporte réellement une histoire? Sans parler de sa vie perso, parce que ça peut être le cas, il y a des gens qui vivent très mal les ruptures, si la personne a des problèmes psy, peu importe, des addictions,
Mais là, dans un film, c'est vrai que ça fait un peu léger et ça rejoint complètement ce que disait Raphaël. Qu'est-ce qui manque à ce film probablement? Des oppositions, des antagonistes. Moi, je l'ai pas du tout ressenti comme ça. Enfin, je l'ai pas du tout ressenti comme une pauvre gamine qui tombe en dépression à cause d'une rupture. Enfin, genre, j'ai l'impression Non, bien sûr, c'est pas que ça. on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui va pas et que même elle le sait pas, en fait. Et c'est justement ça le parti pris du film. Enfin, moi, je l'ai vu comme ça, en tout cas. Après, ouais, j'ai trouvé ce que je voulais dire. Je trouve aussi, ce qui est dommage pour une artiste de cette ampleur, qu'on a pu voir dans d'autres biopics comme Elvis, Bohemian Rhapsody ou Rocketman récemment, c'est l'importance qu'ils avaient et l'influence qu'ils avaient sur leurs fans, dans le monde de la musique. Et là, c'est pareil. Moi, quand je la vois chanter dans les pubs à Londres, enfin, ou en Angleterre, j'ai pas l'impression qu'elle est si connue que ça. Et je trouve que ça, c'est dommage aussi qu'on ne voit pas un ou deux gros shows Ah si, il y en a qui un. montrent. Il y en a un seul dans le film. Oui, De gros festivals, gros concerts. ouais, super, quoi. Vu comment Elle va il très est mal mis en d'ailleurs. scène. Elle va très Voilà, très mal. c'est pour ça. Enfin, je trouve ça vraiment trop dommage parce qu'elle avait quand même une énorme influence sur les jeunes. Elle avait une importance pour les gens. Enfin, c'était le renouveau. C'était une chanteuse anglaise et tout. Et c'est vrai que même ce côté-là, un peu, hormis les paparazzis qu'on voit, en fait, on a l'impression que c'est juste une chanteuse de quartier, quoi. Enfin, je trouve ça vraiment, ce côté-là aussi un peu dommage. Et en plus, ils auraient vraiment pu faire un super antagoniste avec son père parce que son père a quand même créé une émission sur sa fille et qui suivait sa fille partout avec des caméras, quoi. Je veux dire, c'était, il était carrément comme les paparazzis envers elle, quoi. Donc, ça aurait pu être plus sympa. Ah oui, je savais pas ça. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Oui, c'était la vie d'amie, la vie de ma amie ou la vie de Ah amie. waouh. C'est horrible, quoi. Enfin, vraiment. Bon, de toute façon, sa vie était plutôt mouvementée. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur le film en question ou est-ce que vous voulez qu'on élargisse un peu la discussion? Ou est-ce qu'on a fait le tour pour Back to Black? Je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a pas de temps à dire Ouais, non plus malheureusement. là-dessus. Alors, on va basculer sur le sujet comment rendre un biopic intéressant. Parce que dernièrement, on a eu Ray Charles, Elvis, Elton John, Queen, maintenant Amy Winehouse. La liste est non exhaustive et du coup, cette liste des artistes musicaux, mais pas seulement des artistes musicaux, s'allonge au fil des ans. Donc, il y a 3 questions que moi j'ai notées. Comment continuer à rendre ce genre cinématographique intéressant pour le public? Comment innover dans des récits qui semblent déjà fixés par l'histoire avec un grand H? Et enfin, comment se démarquer les uns des autres, tant il semble aujourd'hui être produit à la chaîne par des producteurs d'Hollywood? Comment on arrive à se démarquer entre ces films? Raphaël, est-ce que tu as un avis? Je n'en doute pas. J'ai 4 heures, j'espère. C'est Ouais, bien beaucoup de sûr. questions. Ouais, tu prends celle que tu veux, hein, tu Que, pioches. comme je disais tout à l'heure, moi je suis pas très fan des biopics, mais par contre il y a quelques biopics que j'aime très très fort, et donc c'est plutôt ceux-là qui pour moi doivent servir d'exemple. Déjà, je pense que parler de l'artiste sans parler de son œuvre, c'est déjà une erreur manifeste qu'on voit beaucoup trop dans les biopics. Et les meilleurs exemples du coup de biopic que j'ai en tête, c'est I'm Not There, je vous en ai parlé sur la vie de Bob Dylan, et puis Leto de Srebrenikov sur le groupe Kino et la vie de Victor Tsoi. Ça, ce sont des biopics qui ne sont pas des biopics Wikipédia, c'est-à-dire des biopics qui, ligne à ligne, vont mettre en image une histoire qu'un historien aurait pu écrire. Pas du tout. Ils vont mettre en image des chansons, la création de ces chansons et comment ces chansons ont inspiré le monde. Et ça, c'est pas décrire le réel, parce que le but du cinéma, c'est pas de décrire le réel. Enfin, le cinéma de fiction, c'est pas de décrire le réel, c'est sublimer le réel. Et bien ça, ce sont des biopics qui déjà nous en apprennent énormément sur les compositions et nous apprennent énormément sur les artistes. Et on comprend mieux les artistes à travers leur œuvre. Donc c'est des films comme ça, moi, que j'aime. C'est le type de biopic que j'aime. J'ai pas du tout répondu à aucune de tes 3 questions, mais il fallait que je le dise, mon cher Jocelyn. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Vous pouvez prendre ce qui vous intéresse dans cette thématique. Hein. Je peux enchaîner si vous voulez. Et alors déjà, le premier point que j'avais noté, c'est ce que tu viens de dire. Hein, il faut comprendre l'œuvre de son artiste avant de comprendre son artiste. Et ça, je trouve, pour y revenir, Back to Black ne l'a pas vraiment fait, alors que Rocketman, si on parle que des trucs, des films récents, l'a beaucoup plus fait autour de ça. Oui. Et également, il faut
il faut réussir à prendre un peu de distance sur l'artiste qu'on adapte et réussir à s'approprier le personnage comme un personnage de fiction et pas du tout comme une figure intouchable dont on ne peut juste pas retranscrire à part en documentaire ou autre. Et ça, c'est un peu compliqué sur certains films. J'ai pas vu le dernier film sur, le biopic sur Bob Marley, mais en tout cas, selon les échos que j'en ai eu, c'était un peu ça. Ils ont pas voulu toucher le personnage tant il incarne pour des millions et des millions de personnes quelque chose d'immense, presque messianique en fait. Bah ouais. Et du coup, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Après, voilà, je veux pas trop m'avancer là-dessus parce que j'ai pas eu le temps et j'ai pas eu le courage surtout de le voir. Et moi, j'ai noté un dernier point, c'est pour le spectateur, parce qu'on parle des gens qui vont également, qui produisent les films, mais le spectateur a également un rôle à jouer dans l'accueil de ces biopics. Le spectateur ne doit pas s'attendre à avoir une page Wikipédia ou un documentaire face à lui. Il doit laisser la place à de l'interprétation, et même si c'est pas l'interprétation de l'artiste, l'interprétation de l'auteur qui réalise le film. Et j'en parle toujours parce que c'est le dernier biopic qui m'a un peu plu, c'est Rocketman. C'est juste, on s'est éclaté avec la figure d'Elton John qui est juste hallucinante sur scène, et on s'amuse plus avec le personnage qu'il incarne sur scène qu'avec le réel Elton John. C'est vrai. Et ça m'a plu, ça m'a éclaté quand il est je sais pas si vous l'avez vu, mais quand il est dans la réunion des alcooliques anonymes, je crois, et qu'il est déguisé avec ses costumes de scène, moi ça m'a fait mourir de rire, c'était fascinant, et ça racontait tellement sur le personnage et sur son état mental. C'est sacrilège de dire ça, mais j'ai largement préféré Elton John dans le film de fiction que Elton John en vrai. En fait. Ouais, mais en vrai, c'est complètement compréhensible. Hein. Ben, voilà. La fiction a sublimé le réel. Moi, c'est pour ça que je vais au cinéma. Ça a extrêmement bien marché. Je suis d'accord. Alors que Bohemian Rhapsody, j'avais envie, quand je suis sorti, d'écouter Queen. Ouais, de fou. Pas du tout de revoir le film. Quoi, donc... Non, mais ça ressemble. Alors, il y a eu des libertés, mais ça ressemblait beaucoup plus à une page Wikipédia, et surtout cette scène qui est reproduite au mouvement près du concert du Live Aid. Pour moi, c'était juste une prouesse technique pour montrer qu'on sait faire du beau cinéma visuel. Mais qu'est-ce que c'est 25 minutes à porter réellement sur les personnages? Pas grand-chose. Non, c'est clair. Mais alors, du coup, je pense que je suis vraiment l'intrus de ce soir, parce que moi, Bohemian Rhapsody, je l'ai adoré, je l'ai vu plein de fois, et vraiment, j'adore. Donc, peut-être que je suis un peu plus page Wikipédia. Non, défends-toi, Louane. Défends ton point de vue. Non, mais c'est plus docu, peut-être. Dire en fait que pour moi, bien sûr, sublimer le réel, c'est essentiel dans un biopic. Et ça, je vous rejoins là-dessus. Mais je trouve que ce qui est important, c'est aussi de raconter quand même le plus important en vrai, en tout cas. La vérité du plus important, les détails, des trucs comme ça, c'est pas dérangeant. Mais c'est vrai que j'aime bien avoir un point de base qui est vraiment réel. Donc, en fait, moi, du coup, mes biopics que j'aime, c'est pas du tout les mêmes que vous. Moi, les biopics que je vais aimer, ça va être Rush sur la F1, sur Niki Lauda et James Hunt. Ça va être Lyon, qui sont plus, qui sont peut-être moins musicaux, mais t'es une grosse fan de F1, toi. Ça allait toucher en plein cœur. Mais en attendant, ils ont sublimé quelques trucs, ils ont rajouté une petite histoire d'amour et tout, c'est pas dérangeant, mais ils n'ont pas touché à la vraie bataille, tu vois, comme dans Le Mans 66. Et ça, pour moi, c'est important quand même de raconter la majorité. En tout cas, les plus importants moments de la vie d'un artiste ou d'une personnalité, je trouve que c'est dommage de les modifier. Et ce que Back to Black a complètement tout modifié. Et toi qui n'as pas vu Bob Marley, moi je l'ai vu, c'est exactement pareil. Bob Marley, c'est lui et sa femme et ses enfants, quoi, l'histoire. C'est pas du tout les combats qu'il a menés dans le monde et tout. Donc c'est vrai que c'est des points qui me dérangent. Après, les biopics que Raphaël a cités, je me souviens pas de tous, mais je sais que I'm Not There, je l'ai pas vu. Peut-être que je l'aimerais pas, du coup, je ne sais pas. Mais c'est vrai que je préfère cette petite part de vérité, même s'il y a du fictif. Je trouve qu'il faut pas trop rajouter de fictif, parce qu'après, c'est carrément, en fait, va prendre un stylo, du papier et va écrire un scénario et puis une histoire tout seul, quoi. Fais pas un biopic sur une personne si tu inventes tout autour, quoi. Alors, Louane, je vais te prendre au mot. Toi, tu as aimé Once Upon a Time in Hollywood? Ouais, ça va. Mais c'est pas du tout mon biopic préféré, il est pas dedans. D'accord. On peut dire que c'est quelque part une partie biographique de Sharon Tate. Oui, un petit peu. Et le geste sublime du film, qui a fait beaucoup polémique évidemment, là, c'est très clivant, c'est que à la fin du film, Sharon Tate survit. Ouais.
Ça, c'est extraordinaire. Donc ça, pour le coup, ça ne va pas du tout dans le sens du réel. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est limite sacrilège, mais dans l'autre sens, plutôt dans le sens positif. Et pourtant, c'est sublime, on est d'accord. Oui, c'est Tarantino avait fait la même chose. Là non plus, c'était pas un biopic, mais il tue Hitler à la fin de Inglourious Basterds. Là aussi, c'est un geste sacrilège, mais sublime. Donc voilà, bon, ça c'est un peu mon école, tu vois, si je puis dire. On a le droit de tout faire au cinéma. Oui, c'est vrai. C'est ce que je veux dire. Après, Tarantino, il peut se le permettre aussi. Des réalisateurs C'est vrai. comme Sam Tyler Johnson ou Bob Marley, je ne sais même pas qui l'a réalisé, ils ne peuvent pas se le permettre. Tarantino, il se le permet, mais ses films, ils sont tous exceptionnels de toute façon. Parce que c'est un cinéaste qui propose des scénarios aussi originaux et qui fait un peu du cinéma d'auteur voilà, à grand budget, alors que ces gens-là, c'est juste des gens qui prennent des commandes. C'est ça, donc peut-être que ça dérange moins aussi quand c'est bien fait, finalement. C'est un très bon argument, c'est très juste. Je trouve que c'est un peu péteux de dire ça, qu'il n'y a que Tarantino qui peut faire ça, mais bon. Moi, je suis assez d'accord avec Jocelyn quand tu dis qu'il faut vraiment casser le mythe de l'artiste, parce qu'il n'y a pas que des Tarantino qui peuvent toucher à certaines figures et détruire le mythe, quoi. Et c'est pour ça que j'ai pas du tout aimé Elvis, parce que il était vraiment sacralisé et il y avait pas de, enfin j'ai trouvé qu'il y avait aucun relief. J'ai pas du tout aimé Bohemian Rhapsody non plus, je suis désolée. Je crois que j'ai été perturbée par ça. Je crois que j'ai été perturbée par sa prothèse dentaire pendant tout le film. Alors moi j'adore Marie-Antoinette par exemple. Oui, Ah pour le coup de Coppola, qui a un véritable parti pris, qui est totalement déluré, qui a beaucoup d'anachronismes, et moi j'adore ça. Franchement, je suis absolument fan. Contrairement à toi, Raphaël, j'aime beaucoup quand il y a un côté psychanalyse où ils essaient de creuser dans le cerveau. Je dis pas que c'est mauvais, hein. Attention, je dis que c'est pas ma came, mais ça peut être un angle, effectivement. Ça peut être très kitsch, c'est sûr. J'ai beaucoup aimé moi Tonya avec Margot Robbie. J'ai bien vu. Trouvé j'ai pas incroyable. Pensé, mais il est trop bien. De Craig Gillespie, je sais pas comment ça se prononce. Gillespie. Ouais. Avec un rythme très très effréné, comme pour traduire un peu son quotidien à 1000 à l'heure, et ce côté très survolté à la Harley Quinn. Puis cette tête face au miroir où elle passe du rire aux larmes. C'est trop fort. Et pour le coup, je pense qu'il y a énormément de libertés artistiques qui ont été prises, et moi je suis totalement pour dans un biopic, parce que c'est pas un documentaire justement, et il n'y a pas de besoin de faire des pages Wikipédia, bien au contraire. À partir du moment où on confie un film à un réalisateur, je pense qu'on devrait lui laisser totalement carte blanche. Et moi, Tonya est d'autant plus remarquable que Tonya Harding, à la base, c'est la bad girl, donc zéro fanbase. Le but, c'est vraiment de faire un film d'auteur sur le sujet. Et c'est là où c'est pas du tout une icône qu'on voudrait casser. C'est déjà quelqu'un qui est cassé, Tonya Harding. Donc c'était culotté de faire un film pareil. Et effectivement, c'est une belle réussite. Je suis d'accord. Mais c'est pas des films qui s'annoncent comme des pages Wikipédia. Alors que quand tu vois des Elvis, des Back to Black et compagnie, ils sont vraiment vendus. On va vous montrer la vie d'Amy Winehouse, quoi. Il y a dans la promotion des films, et surtout avec ses affiches au secours, c'est toutes les mêmes. Elvis et Back to Black, on dirait que c'est la même personne qui l'a fait. On dirait vraiment juste qu'on va vous raconter la vraie histoire de Amy Winehouse, et c'est la vraie histoire, et c'est comme ça. Ça se passera comme ça. Alors que moi, Tonya, Rocketman, de base, les bandes annonces, on voit qu'on va aller ailleurs. On va aller soit dans la psychologie, soit dans le too much, mais constant. Et je sais pas, il y a un côté promotionnel qui a dû être raté ou pas raté, parce que c'est peut-être le but de ces productions hollywoodiennes, hein, d'hyper lisser un peu ces. C'est possible qu'ils aient foiré la promo. Ouais. Ou alors ils font un biopic musical univers, et du coup ils essaient d'uniformiser tout ce qui est mis en place. Trop hâte de voir leur Avengers avec Amy Winehouse, avec Freddie. Le club des 27. Le club des 27, ah ouais. Ah non. Tous ensemble au paradis. Enfin, plutôt en enfer, mais. Oh, putain. Ça va être affreux.
Je vais chaud, On, hein. on voit ton script, Jocelyn. Je sens que tu vas faire un Ah, mais honneur. grave. Zack Snyder à la réalisation. Ah, ça va être incroyable. J'ai aussi listé quelques biopics qui allaient arriver, si ça vous intéresse d'en parler. On a Michael Jackson qui va être adapté, qui arrive très fort. On a Madonna qui arrive, U2 Oh là là. alors, en discussion. On a les Bee Gees en discussion. On a que des chanteurs, en fait, c'est ça. Et très, très, très bientôt, on a Bob Dylan avec Timothée Chalamet qui arrive très fort. Et ça, bon, voilà. Bizarre. Après, il y en a d'autres biopics qui arrivent, mais pas de chanteurs. Oui, t'as celui de Fred Astaire, t'as celui bien sûr. de... Il y a qui d'autre? Là, j'ai juste listé les musicaux parce que ça me faisait rire de voir à quel point c'est vraiment une poule aux œufs d'or en ce moment, les biopics musicaux. Qui a été relancé avec Bohemian Rhapsody. Hein. Oui. Mais U2, c'est pas sûr. Je crois que c'est un peu compliqué. Bah ouais, ils sont vivants, quoi. Bah ouais, c'est pas les seuls. Hein. Madonna, je crois qu'elle va bien. Bob Dylan, bon, il est vieux, mais il a l'air de se porter encore vivant. Alors que pour le coup, Bob Dylan, lui, c'est sûr, je sais pas quand il sort cette année, je crois, ou l'année prochaine. Pour le coup, lui, c'est fin d'année. Il est déjà tourné. Hein. Il est en train. Il est déjà tourné. C'est pas tombé à l'eau, Madonna? C'est possible. Hein. J'ai juste regardé ce qui a été en projet à une époque. Et peut-être que Madonna est tombée à l'eau. Et bon, est-ce qu'on a les larmes aux yeux? Pas tant. Je m'en remettrai. Ah, moi j'étais bien curieuse personnellement, mais peut-être. J'aime bien Madonna, mais voilà, j'avoue que les biopics musicaux, c'est pas en général, ce ne sont pas les films que j'attends le plus. Surtout que là, ça arrive. Non, il n'y a pas de date encore pour le film, le biopic sur Bob Dylan, avec Timothée Chalamet, Elle Fanning, quand même. Il y a du beau monde. Je pense qu'il peut être bien. Il y a moyen qu'il puisse être bien. Il y a moyen qu'il puisse être bien. Oui, pourquoi pas. On verra bien. On verra ce que ça va donner. Timothée Chalamet est physiquement convaincant, mais après, ils sont toujours tous physiquement convaincants quand ils font ce genre de rôle. Ah. C'est rarement un problème d'acteur. Non, en général, les comédiennes sont toujours le point fort de ces films. Bah, Back to Black, tu vois, je trouve pas. Moi, je connaissais pas du tout l'actrice et je l'ai trouvée superbe. Alors, super dans son interprétation, oui, mais dans la ressemblance, je trouve pas. Ah, moi, je trouve qu'elle lui ressemble beaucoup sur l'affiche et un peu moins dans le film. En vrai, bah oui. Mais sur l'affiche, par contre, c'est exactement elle. Oui, ça dépend clairement les plans. Sur scène, elle ressemble bien. Ouais, non, ça c'est vrai. Mais après, c'est pas le plus dérangeant parce qu'en fait, je pense qu'elle a été choisie surtout parce qu'elle a interprété la plupart des chansons et qu'elle a fait un vrai travail sur la voix. Donc, c'est pas très grave. Mais physiquement, au début, en tout cas, je trouve que c'est pas. Oui, c'est vrai, on l'a relevé qu'une seule fois, mais c'est la comédienne qui fait la plupart des chansons, notamment Back to Black, c'est elle qui chante. Et des fois, j'ai entendu que c'était pas Amy Winehouse, parce que j'avais quand même quelques musiques de elle en tête. Mais bon, la plupart du temps, j'ai pu me laisser avoir où j'avais un doute. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est la comédienne? C'est un peu dur à savoir, et donc chapeau. Et puis même dans ses postures et tout, sa voix parlée, je la trouve vraiment impressionnante parce que comme toi, Louane, j'ai regardé le docu après, j'ai trouvé ça ouf. Ouais, ça, je suis d'accord. Par contre, son interprétation, elle, est irréprochable et c'est vraiment une des grosses qualités du film. Ça, on peut pas le retirer. Elle est très, très forte. Ah, il ira chercher sa nomination aux Oscars comme ils le font. Ah, je pense pas. Il a pas eu. Il a pas. Non, parce que Elvis, j'ai l'impression que vous l'aimez pas non plus. Mais c'était quand même. Baz Luhrmann, c'était. Ouais, d'accord, ok. Mais c'était. Je sais pas. Je pense qu'il y a aussi. Ouais, non, je le vois pas aller aux Oscars. Pour moi, Elvis, c'était beaucoup plus impressionnant dans la mise en scène, dans la réal, dans les interprétations. Que Back to Black. Si seulement les nominations aux Oscars étaient uniquement sur des critères artistiques. On y croit? Oui, bien sûr, on y croit encore. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce sujet-là, notamment sur la question comment on fait pour se démarquer en fait aujourd'hui? Je ne sais pas si vous avez vu les films de Pablo Larraín, qui d'un seul coup s'est pris de passion pour les biopics. Il en a fait 3 quasiment consécutivement. Un sur Pablo Neruda, un autre qui s'appelait Neruda, un autre sur Jackie Kennedy qui s'appelait Jackie, et un autre, il n'est pas très inspiré sur les titres. Ah, c'est celui qui a fait Spencer aussi, sur Diana Spencer. Sur Lady Di, et il a un peu varié. Au lieu d'y appeler alors, celui sur Lady Di, c'est le seul que j'ai vu. Il m'a plutôt plu. Il était sorti que sur Prime, je crois, ou chez nous. Il m'avait plutôt convaincu. Et tout est faux.
Oui, alors, non, mais absolument faux. Alors oui. là, Et là, oui. 100% est faux. Hein, c'est Et complètement moi, je imaginé. l'ai trouvé très réussi aussi. Puis après, il y avait Kristen Stewart et Ouais. elle crève l'écran à chaque fois qu'elle apparaît devant une caméra. Ouais, exactement. Mais l'écriture était plutôt chouette. Elle était présentée comme Mm. une espèce de jeune enfant. Il y avait un petit côté Marie-Antoinette, pour le coup. Je rebondis sur ce que tu as dit, Amandine. Et je trouvais le film très touchant, avec un côté un peu expressionniste aussi, des cauchemars. Enfin, vraiment, il y avait vraiment du style. Et ça, c'était, à mon sens, comme ça qu'on fait aussi un bon biopic, si on veut pas aller sur le côté musical et l'œuvre, parce que l'œuvre de Lady Di et ses albums, pardon, mais il n'y a pas grand-chose. Donc, on va pas pouvoir aller là-dessus. Mais voilà, là, pour le coup, si on doit faire des biopics sur des non-chanteurs, je trouvais que c'était un angle vraiment intéressant sur 24 heures, voilà, où on ne sait pas vraiment dans la vraie vie ce qu'elle a fait. Eh bien, le film invente. Il y avait des côtés un peu film d'horreur aussi, bien entendu, parce que je rigole, mais sa vie était pas drôle. Donc, c'était quelque chose d'extrêmement réussi, je trouve. Et la Reine fait ça extrêmement bien. Neruda, faut que je le je sais pas regarde. voilà, je laisse la parole, que je monopolise un peu trop. Neruda, on ne sait rien sur la fin de sa vie, et donc il a inventé une espèce de fugue à la manière de la poésie de Pablo Neruda, qui est un peu élégiaque, qui est un peu comme ça, énigmatique. Eh bien, tout le film est comme ça. Voilà. Et ça, je trouvais que la poésie rejoignait vraiment le cinéma, et c'était vraiment très joli. Sur Spencer, je te rejoins alors, tu vois, mais c'est peut-être parce que il a écrit et tourné d'une façon à ce qu'on ait l'impression de comprendre Lady Di, dans sa tête, Oui, ou tout de à se fait, dire tout à juste. Et c'est ça qui, pour le coup, par contre, est bien dans ce biopic, c'est parce que c'est un biopic qui n'en est vraiment pas un. C'est sur un tout petit moment de sa vie, c'est sur un week-end, enfin, c'est très court. Ouais, c'est ça, c'est les vacances dans le château. Et en même temps, cette immersion dans presque sa vie, on est là, mais on se dit, mais c'est un enfer ce qu'elle vit. On se met à sa place et il y a beaucoup plus d'empathie. Et il y a je trouve qu'il y a une forme de poésie aussi sur la façon dont il filme Kristen Stewart en Lady Di. Et alors ça, pour le coup, c'est un biopic complètement fictif que j'aime. Ah, formidable. Mais effectivement, c'est vrai que c'était pas vrai. C'était que du faux. Comme quoi, finalement, suffit d'une bonne vision d'artiste. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce sujet ? Faites moins de biopics, s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît. Faites plus pas croire de aux scénarios gens. originaux. Ouais, exactement. Je sais qu'il y a eu la grève des scénaristes, mais pitié, quoi. Ouais, faites moins de biopics, c'est ce qu'on retiendra. Oui, c'est ça. Ouais. Franchement, on a des biopics sur tout et n'importe quoi. Enfin, je vais pas dire des noms, mais. Il y a toujours pas de biopic sur moi, donc je trouve ça un peu limite. Bientôt. Voilà, on va y venir, franchement. On n'a pas des scénaristes chez Cinéverse ? Si, il y a plein de talents chez Cinéverse. Jules, voilà. Skyza. Voilà. Mais non, mais c'est comme Antoine, il va faire ton biopic, Jocelyn. En film d'animation. Ah ouais, trop bien. Le rise and fall d'un animateur de podcast fixé. On n'a pas parlé, mais Miyazaki, c'est pas des biopics qu'il fait, mais souvent il met de l'autobiographie dedans. Oui, c'est le vent peut-être se un lève, peu autre chose. Effectivement. Et le vent se lève, il me semble que c'est quand même un biopic, animé. De son papa. Mais oui. Donc, Miyazaki, en animation, ils sont réussis généralement. Faites plus de biopics en animation dans ces cas-là. Mais même non, ouais, plus de scénario original. Et puis, c'est vrai qu'en plus, des fois, on a 4 biopics sur la même personne. C'est un peu. C'est usant, en même temps, Yves Saint Laurent, on s'en rappelle. Il y en a 3, oui. 2, 3. Il y en a eu 2 la même année. Ouais. La même année, oui, c'est ça. Ouais. Avec Gaspard Ulliel, avec Pierre Ninet, non, c'est dans le même qui sont. Ouais, non, c'est complètement les mêmes. Ouais, c'est dans les deux, c'est les têtes d'affiche. Et d'ailleurs, je confonds toujours les scènes entre les deux. Je sais plus dans lequel des deux j'ai vu quelle scène. C'est un enfer. C'est fou d'avoir continué le projet. Enfin, le monde du cinéma, c'est un petit monde. Ils ont dû communiquer à un moment. Ils ont dû se rendre compte que on avait Saint-Laurent et Yves Saint-Laurent qui allaient sortir à 3 mois d'écart. Après, je crois que Bonello est têtu parce qu'il a fait la même avec La Bête, qui est sortie à 6 mois d'intervalle de La Bête dans la jungle. Ouais. Ah ouais, non, mais ça aussi pour les spectateurs. Où il est malchanceux, où il s'en fout. Ouais, je pense qu'ils s'en foutent en fait. Il y a trop d'enjeux financiers aussi. Ça serait bien un super cut avec des crossovers entre les Yves Saint Laurent, un truc à la Marvel où ils s'affrontent.
On prend les rushs de l'un, le rush de l'autre. Enfin, un super film, ça pourrait être. On fait un remontage. Ah ouais, Ça exactement. Le serait bien. multiverse. Le multivers, des, il serait en- des créateurs. Ça, c'est un bon biopic avec une vision de réalisateur. Oui, ça serait à faire. Voilà, là il y a une patte d'auteur là. Bah, Ça On m'intéresse. rajoute un peu de Coco C'est Chanel. ça qu'on Il veut. était bien ce biopic Coco Chanel d'ailleurs. Avec Coco Chanel, excellente idée. Oui. Le biopic. Mais des il était couturiers. bien ce biopic de Coco Chanel. J'ai vu il y a longtemps. Il s'appelait Coco Chanel, je crois. Je sais plus. Je crois qu'il oubliait complètement que Coco Chanel était un peu collabo, non? Oh, Oui, il a complet. dû le mettre un petit peu. Voilà, c'est du cinéma de Non, fiction, pas du donc tout. c'est pas grave. C'était Ouais, complètement de la c'est- fiction. Ouais, au secours, d'omettre ce genre de détails. Il y a des trucs qui sont compliqués à omettre. Bah ouais, c'est ça. C'est comme dans Elvis, ils avaient mis son manager en mode hyper bienveillant, qui prend soin de lui. C'était pas possible, quoi. Mais bon, C'est- on en c'est trop revient gros. au point à reprocher la relation avec le daron et avec le petit ami d'Amy Winehouse. Ben ouais, je trouve ça dommage. Ça aurait pu être tellement mieux avec le père qui arrive avec ses caméras pour son émission entre les paparazzis qui l'emmerdent Ça aurait bien mieux Et à- fonctionné. Ouais, c'est vrai. et elle tape son père au lieu de taper un paparazzi, bim. Oui, elle peut taper tout le monde aussi. Hein. Tout le monde a fait Aussi. chier. Hein. Pourquoi se limiter qu'à une personne? Ok, Ouais. bah merci Loane, merci Raphaël, merci Amandine pour votre présence ce plaisir. soir. Donc pour conclure, on va pas se laisser De tout de suite. rien. Hein. On va passer rapidement aux recommandations, que ce soit cinéma, exposition, jeux vidéo, tout ce que vous voulez. Quelque chose qui vous tient à cœur, dont vous avez envie de parler. Amandine, tu as envie de parler de quoi cette semaine? Alors, bah moi, justement, je vais rester dans le thème et je vous encourage fortement à aller écouter la discographie d'Amy Winehouse, tout simplement. Que ce soit son premier album, Frank, ou le deuxième, Back to Black. Parce que, bah, justement, le film parle de la création, parle justement des coulisses, on va dire, de Back to Black, l'album. Et je trouve que c'est un très très bon complément. En écoutant attentivement les paroles, vous vous calez sur Genius tranquillement et vous refaites la discographie d'Amy Winehouse. Voilà. Toujours à faire, évidemment. Raphaël, Bah, moi, je vais rester dans le cinéma parce que finalement, en dehors du cinéma, je connais pas forcément grand-chose. vas-y. Hein. Tu Je- as toujours je- des avis pertinents et des bons goûts. C'est très gentil. Je vais vous recommander cette semaine Drift, l'échappée de Anthony Chen. Alors, si vous avez aimé Un hiver à Yanji pour son côté un peu doux, amer, tendre, déchirant du trio amoureux, bah là, c'est complètement différent. Et c'est extrêmement dur. Donc, n'y allez pas en pensant que vous allez voir un film de la même atmosphère, de la même saison. Là, c'est l'été en Grèce. C'est l'histoire déchirante d'une migrante dont au début on ne connaît absolument rien. Et par flashback, on va comprendre que c'est une ancienne fille de bonne famille, comme on dit, de l'aristocratie libérienne, dont la famille est déchirée par la guerre civile libérienne qui a eu lieu à la fin des années 90. Et donc, qui se retrouve sans ressources, perdu sur une plage grecque, et qui, par fierté et par honneur, ne va pas vouloir recevoir la moindre aide, et donc va être destinée un peu à cette clochardisation, la pauvre. Et heureusement, elle tombe sur une guide qui, elle aussi, est un petit peu en marge de la société, et fait de la sororité, un petit côté Thelma et Louise. Elles vont finalement s'entraider, mais ne vous attendez pas à un film feel good de début à la fin. C'est extrêmement dur, mais c'est un film extrêmement humain aussi. Je vous encourage à lire la belle critique de Louane sur notre site cineverse.fr. Elle y revient abondamment dessus. C'est un film à voir, mais voilà, regardez-le quand vous êtes en forme. Merci pour cette recommandation. Louane, qu'est-ce que tu veux nous parler Eh de quoi ben, cette semaine? merci Raphaël pour la petite passe. Moi, je vais vous recommander, c'est un peu dans l'actualité, c'est l'affiche du Festival de Cannes. Je vais vous recommander Rhapsody en août. Je ne sais pas si on dit Rhapsody, mais c'est Rhapsody. Rhapsody en août de Akira Kurosawa, qui est vraiment bouleversant, qui parle justement de l'importance de la mémoire, de ne pas oublier,
par rapport à la bombe à Nagasaki et la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vraiment bouleversant de beauté parce que c'est une mise en scène. Je crois que c'est l'avant-dernier film d'Akira Kurosawa, donc qui a toute son expérience, son talent dans la mise en scène qui est sublime et sa façon de conter l'histoire à travers les souvenirs d'une grand-mère qui est juste touchante, à qui on a envie de faire un câlin tout le long du film, qui raconte à ses enfants, ses petits-enfants, l'histoire qui, eux, sont en quête d'identité à travers l'histoire de leur pays, avec des parents qui, eux, sont en train de tout camoufler. Et si vous voulez voir parler Richard Gere en japonais, foncez parce que c'est vraiment exceptionnel et bouleversant. Tu l'as bien rendu, là. J'avoue, ça donne envie. Alors moi, je vais tricher un peu. Avant de vous recommander ce que j'avais prévu, je voulais juste mentionner le papier sur Amy Winehouse, enfin sur le film Back to Black du journaliste Olivier Lam dans Libération. J'ai adoré le titre qui est Vite ma daube, Back to Black, le biopic d'Amy Winehouse, aucun rapport avec la choucroute. J'ai pas compris ce qu'il voulait dire. J'ai lu ce titre, il m'a beaucoup amusé. Merci Libération une nouvelle fois. La choucroute, c'est sa coiffure, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est très drôle. Sur Libération et les titres, c'est une longue histoire d'amour. Je voulais vous parler d'un film, pas un biopic, un documentaire cette semaine. C'est Marin des montagnes de Karim Aynouz. Je l'ai découvert cette semaine dans un cinéma Saint-Michel, Espace Saint-Michel à Paris. Et c'est un film documentaire qui retrace le premier voyage en Algérie de Karim Aynouz. Donc Karim Aynouz qui est un réalisateur brésilien dont le père qu'il n'a pas connu est originaire d'Algérie. Et c'est un très joli film qui suit du coup cette épopée au rythme du voyage sur ses racines. Il explore des thèmes comme la famille, l'amour, même la révolution en Algérie d'ailleurs. C'est une introspection personnelle, politique qui est assez fascinante à observer. C'est tout simple, hein, c'était vraiment des images de vlog de son voyage avec une voix off pendant 1h30 où il fait littéralement de la poésie pour raconter sa vie de famille, sa vie tout court et ses racines qu'il n'a pas connues. Il fait des parallèles extraordinaires avec la vie alternative qu'il aurait pu avoir s'il avait connu son père et qu'il avait vécu en Algérie au lieu de vivre au Brésil. Et je vais faire un peu d'autopromo évidemment parce que Karim Aynouz c'est le réalisateur du Jeu de l'arène qui est sorti il y a quelques semaines je crois et dont Cinéverse a une critique sur notre site bien entendu écrit par mes soins. Critique très positive, d'ailleurs, je vous encourage à la lire. Voilà, c'était ma recommandation du jour et ce sera tout pour cette émission ce mois-ci. N'oubliez donc pas de suivre Cinéverse sur X et sur Instagram. Sur Instagram, on a énormément de dingueries qui arrivent depuis quelques temps, donc allez-y, on n'a pas encore assez de followers. Et voilà, n'hésitez pas à aller sur notre site internet pour retrouver nos dernières critiques toujours intéressantes. Continuez à regarder des films, prenez soin de vous et on se retrouve dans quelques temps pour un nouvel épisode de Ciné Space. Bisous. Bisous à tous, salut. Bisous, salut.